tous et bienvenue dans la quotidienne. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors pour ce lundi, je vous propose de se rendre direction Papouasie, Nouvelle-Guinée, où Jamie Waimo nous donnera des nouvelles des sportifs qui sont allés justement pour les Jeux. Ensuite, pour notre rubrique Job et Éducation, aujourd'hui on va parler prévention routière à l'école. Donc détail avec Marie-Hélène Merlini. Et ensuite, pour notre rubrique C'était hier, aujourd'hui on revient sur l'histoire des graines de Bankia. Comment sont-elles arrivées en Nouvelle-Calédonie? Donc on en parle avec Camille Monnier dans notre rubrique C'était hier. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Annick Herlot. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, vous êtes responsable pédagogique de l'association CCD, donc Communication, Culture et Dynamisation. Alors, présentez-moi cette association. Pour le soutien des personnes sourdes. Voilà. Communication, Culture et Dynamisation. Donc, c'est une association qui existe depuis 1999. Ce sont des personnes qui se sont réunies, justement des personnes sourdes, surtout, et des familles qui ont ressenti cette nécessité justement pour se réunir afin de faire des activités et en langue des signes surtout. D'accord. Alors, quelle est la réalité en Nouvelle-Calédonie? La réalité, le manque de formation au niveau de la langue des signes, parce que les sourds, il y en a. Et le souci qui se pose, c'est que nous n'avons pas beaucoup accès à certaines administrations, par exemple, où il n'y a personne pour accueillir une personne sourde. D'accord. Et ça manque. On a eu récemment la CAFAT le Conseil du handicap, plutôt la CRHD, pardon, et le service emploi formation, ils nous ont envoyé des agents, justement, pour qu'ils soient formés à la langue des signes. Ce sont des agents d'accueil. Et ça fait quand même plaisir. Alors, cette association... Mais c'est insuffisant. D'accord. Voilà, un appel. Alors, cette association a une équipe quand même. Comment oui. travaille cette association? Alors, donc, c'est avant tout une association loi de 1901, bien sûr. Elle est présidée par Mme Cathy Gopoéa, qui est absente du territoire actuellement. Et donc, il y a 6 personnes en tant que membres du bureau et 4 salariés. Donc moi-même et 3 autres formateurs, donc Christophe Yongomene, Louise et Florence Sio, qui sont originaires des îles. Alors qui invente les signes? Parce qu'en revenant, donc mon collègue va vous proposer justement un reportage sur la langue des signes. Qui invente justement les gestes, les signes? Parce qu'on a pu voir que la ville de Magenta, de Faubourg, voilà, les villes de Nouméa ont un signe. Alors justement, comment on invente ces signes? C'est les sourds. C'est les sourds eux-mêmes, bien sûr, par habitude. On voit par exemple, si on parle de Magenta, c'est par rapport au tour, la tour de contrôle de l'aérodrome. Oui. Et il y a plein d'autres. Donc on peut par exemple imaginer, on a la vallée du Tir. Donc il y a, qu'est-ce que je pourrais d'autre encore Pour NCTV par exemple, c'est la télé NCTV. Oui. Alors ça c'est venu naturellement, donc c'est le Nautil et l'écran. D'accord, ok. Alors justement, pour ces personnes, en fait, dans chaque commune, sont représentées par... comment on fait on fait une formation pour les professeurs de langue de signes? Non, pas dans chaque commune, non, parce que c'est vrai que c'est extrêmement difficile, parce que la formation pour être au moins formateur de langue des signes, donc ça demande quand même pas mal d'années d'apprentissage, et donc il faut au moins 3 ans. 3 ans, et c'est long. Pour cela, donc, nous, actuellement, nous proposons des formations uniquement sur Nouméa parce que nous sommes basés à l'école Morissette de Vambève, qui est à Rivière-Salée. Nous disposons de 2 grandes classes, une classe pour les formations de langue des signes et une autre classe qui est autre chose, donc qui est un dispositif d'aide à l'insertion sociale et professionnelle pour adultes sourds, ce qui est autre chose. Et les formations, donc voilà, donc on peut également en faire sur le site, par exemple, si un employeur nous demande de faire une intervention dans son entreprise, c'est réalisable et sur mesure, en plus, la formation. Il n'y a pas de souci, on peut se déplacer. On a déjà fait des formations sur les fous, c'est réalisable, ça peut se faire en province nord, partout.
Et pour les personnes valides, par exemple, on va dire, voilà, aujourd'hui j'ai un enfant qui est sourd, comment est-ce que je peux venir prendre des cours avec vous? Tout à fait. Il y a toujours moyen de s'arranger pour prendre des cours, pour qu'on s'occupe justement des parents de cet enfant sourd. Il est quand même important que la famille soit formée. Parce que quand on a un enfant sourd dans la famille, il faut communiquer en langue des signes. Alors, très important. Alors, en aparté, vous me disiez en antenne que le langage, enfin la langue des signes, la langue des signes, pas le langage des signes, la langue des signes. Voilà, à l'école était à l'époque interdite. Comment ça s'est passé historiquement? Oui, parce que c'est vrai que là, en France, le souci qui se pose, c'est qu'elle a été très appauvrie justement à cause de son interdiction, et elle a pu réapparaître seulement qu'en 1984. Bon, tout doucement, donc il y a eu des lois avec la loi 75, etc., tout ça, et la loi de 2011 qui a permis aussi de faire le choix, le bilinguisme, entre soit pour l'oralisme ou oralisme, l'oral et langue des signes. Alors donc il y avait quand même cette possibilité. Mais ce n'était toujours pas suffisant aux yeux des personnes sourdes et surtout ceux qui ont porté et qui ont protégé la langue des signes jusqu'à cette époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la langue des signes, elle a sa propre structure, ses propres règles, une grammaire, etc. C'est vraiment particulier. Et à l'école, elle était utilisée, c'était plus des signes méthodiques, plutôt du français signé, qui n'a rien à voir avec de l'oral. Et c'est pour ça donc qu'il y a eu des combats au niveau avec les sourds, au niveau de la fédération, pour avoir la reconnaissance de la langue des signes. Bon, elle l'est aujourd'hui, après une étude qui a été faite par des linguistes, des chercheurs de l'Université de Paris et d'autres universités également. Ils ont fait ensemble un travail qui a été énorme. Ils ont mis les mots sur la langue des signes, c'est super. Et elle est reconnue maintenant depuis peu. C'est vrai, ça ne fait pas si longtemps. Mais c'est déjà pas mal, c'est bien. Alors, en faisant justement des petites recherches sur la langue des signes, j'ai pu voir que dans chaque pays a justement a sa langue des signes. C'est un domaine assez vaste finalement. Il faut réapprendre quand on va dans un autre pays, il faut réapprendre. Mais on s'habitue parce que la langue des signes, en partie, on va dire est à peu près 30 à 40% identiques. Vous savez que, comme on parle de langue des signes internationale, par exemple, il y a des signes, c'est partout pareil. Si je vous demande le signe de boire, vous allez me le faire. C'est évident, dormir, etc. Donc on signe tout le monde pareil. Et donc, mais c'est une richesse quand même d'aller dans un pays et de découvrir une autre langue gestuelle. Ça, c'est formidable. Moi, ça me plaît. Bon, après, ici en Nouvelle-Calédonie, c'est clair que c'est un peu particulier parce qu'on a 28 langues quand même ici. Et oui. Mais en Calédonie, on a quand même un lexique qui est quand même bien important, on a beaucoup travaillé dessus. On a beaucoup travaillé dessus et on a une équipe quand même formidable. Et on fait appel justement à des jeunes sourds qui font partie, que ce soit des jeunes qui sont scolarisés ou quoi que ce soit, de participer avec nous à des travaux justement pour inventer un signe. Bon, on a le signe de la Nouvelle-Calédonie, on a le signe du Kagou. On a su différencier. La Calédonie pose ce signe et le petit Kagou, donc avec la main. Bon, c'est rigolo. Mais voilà, donc on a plein d'autres de signes. Alors, en début d'émission, vous avez fait quand même un petit appel, mais quels sont les réels besoins au niveau du pays ? En ce qui concerne l'association concernant les personnes en tribu, par exemple, peut-être qu'on ne connaît pas. C'est vaste quand même, parce que c'est vrai que nous, on s'intéresse beaucoup à la langue des signes. Pourquoi ? Parce que c'est un besoin essentiel. Et ça, c'est un combat, parce que la formation, il faut que tout le monde participe. Et ce qu'on souhaiterait, c'est qu'elle soit inscrite au catalogue des formations des employeurs, parce qu'elle ne l'est pas malheureusement, et c'est bien dommage, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui sont demandeurs justement à venir en formation, mais ce n'est pas accordé par les employeurs. Par exemple, c'est dommage. Par exemple, ça peut être l'hôpital, donc on ne trouve pas du tout la langue des signes dans le catalogue. Une chose très simple, un exemple, c'est quand une personne, on va dire sourde, atteinte de regard de la télé, ne comprend pas
Bon, c'est vrai que c'est quand même très pratique d'avoir le petit médaillon avec un traducteur. Ouais. Ça, c'est quand même formidable. Mais c'est bien. Les choses à travailler. Voilà, il y a beaucoup de choses à travailler, ainsi que le sous-titrage. Le sous-titrage. Mais parfois, on est un petit peu déçu, par exemple, parce que bien souvent les émissions de Métropole, où il y a le petit médaillon avec le traducteur, c'est bien, mais les horaires, malheureusement, ne sont pas appropriés, parce que à 10h30 du matin, on est tous au travail. Les sourds aussi travaillent. D'accord. Alors, quelles sont les activités ou les projets de l'association? Oh, on a beaucoup. Alors, les projets, bon, c'est toujours les mêmes. Déjà, aller à fond dans la formation, que la langue des signes soit inscrite au programme scolaire, afin que les enfants puissent être évalués en langue des signes. Juste parce qu'il y a un travail qui est fait avec le vice-rectorat. C'est la moindre des choses, voilà. On évalue dans le français, dans les maths, etc., tout. Donc, ça serait bien aussi qu'on sache quand l'enfant, par exemple, quand il sort de l'école, quel est son niveau de compétence en langue des signes. Ça, malheureusement, aujourd'hui, on ne le sait pas. Et aussi, renforcer notre dispositif espace, qui veut dire aide à l'insertion sociale et professionnelle des adultes sourds. C'est un dispositif qui accueille les jeunes au-delà de 16 ans, qui n'ont pas de diplôme, donc on est là pour les accueillir. Donc on travaille, on fait des mises à niveau. Je ne parle pas de remise à niveau parce que certains n'ont jamais eu le bon niveau. Et on travaille, on revoit les compétences, les manques. Et surtout travailler l'employabilité. Parce que le but de ce dispositif, c'est de préparer les jeunes vers l'emploi. Mais je suppose que ce problème ça se fait en langue des signes, surtout. On a besoin de la langue des signes pour se faire. Et ce dispositif, c'est vrai, donc demande quand même de l'argent, parce que c'est vrai que c'est un projet qui est quand même assez lourd, mais on a la chance d'être soutenu quand même par le gouvernement. Il y a aussi des provinces, etc., tout, et la direction de la formation professionnelle continue. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cet entretien. Donc Annie Carlo, je vous laisse terminer et dire au revoir à nos chers téléspectateurs en langue des signes. Déjà, merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt. Merci. Voilà, donc on passe tout de suite à l'agenda du pays. Salut Falaï, alors qu'est-ce que tu as pour nous, pour ce premier agenda? Salut Elise et bonjour à tous. Alors un agenda très chargé puisque demain c'est férié, c'est le 14 juillet, la fête nationale et plusieurs communes vous donneront rendez-vous pour célébrer cette fête. C'est vrai qu'il y a également le dépôt de gerbes et puis le défilé militaire et puis aussi le fameux défilé Olympion. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je vous propose de faire une petite parenthèse historique sur cette fameuse tradition du défilé Olympion du 14 juillet. Histoire de le savoir. Alors, il semblerait que cette fête est née en 1880 et en fait, les Républicains ont souhaité que cette journée du 14 juillet soit célébrée partout avec éclat, que les villes soient illuminées. Et donc, c'est là que naissent ce que l'on appelle les retraites au flambeau. Bon, c'est quoi? C'est le défilé nocturne avec les personnes qui portent les lampions. Alors, pourquoi les lampions? D'après les historiens, l'utilisation des lampions par la population a été spontanée parce que lors de la destruction de la Bastille, les habitants n'étaient éclairés qu'à la lueur de leurs torches ou les grands feux de joie. Et donc, les lampions reprenaient idéalement l'ambiance lors de cet événement. Voilà, un petit cours d'histoire. Cours d'histoire, pardon, ça ne fait pas de mal. Et donc, on commence cet agenda aussi, on va du côté de Koumak. Oui, alors la commune de Koumak vous invite à célébrer la fête nationale. Le rendez-vous vous est donné le mardi 14 juillet à 16h30 au monument aux morts de Koumak. Suivra l'incontournable défilé au Lampion. Et pour plus de renseignements, il faut appeler la mairie au 47 61 08 ou bien vous rendre sur le site de la mairie www.mairie-koumak.nc. Voilà, donc j'espère que vous avez tout noté et on part dans le sud où sera suivie également la fête nationale. Oui, évidemment. En revanche, les festivités dans le sud se feront aujourd'hui lundi 13 juillet. On commence à Nouméa. À partir de 18h30, 5000 lampions vous seront distribués à la place Bir Hakeim pour le traditionnel défilé au centre-ville qui sera ensuite suivi d'un magnifique feu d'artifice à la place des Cocotiers. Pour finir avec le bal populaire à l'hôtel de ville. Alors pour plus de renseignements, il faut appeler la mairie de Nouméa
au 27 31 15. Voilà, et on poursuit avec la commune de Dimbéa qui invite les habitants de la commune, leurs familles et amis à fêter justement, encore une fois, le 14 juillet. Voilà, aujourd'hui lundi 13 juillet, tradition oblige, ce sont lampions qui seront distribués à partir de 18h15 sur le parking du lycée du Grand Nouméa avant le départ de la retraite au flambeau à 18h30. Le défilé ira jusqu'à la mairie annexe de Dimbéa à 19h. S'ensuit un feu d'artifice d'une durée de 15 minutes. Voilà, pour les différents rendez-vous concernant cette fête du 14 juillet, place au sport et direction la province Nord. Oui, avec la 16e édition des grands raids de la province Nord. Ces raids qui ont débuté au mois d'avril à Vaud vous donnent rendez-vous pour la 4e étape en terre Tchémoui à Touhaut, pour être plus précise, ce week-end, samedi 18 juillet. Vous avez jusqu'à mercredi 15, ce mercredi, pour vous inscrire. Dernier délai, sinon il faudra compter sur une petite majoration. Alors de plus, il faut savoir que les places sont limitées à 500 personnes et pour plus de renseignements, il faut appeler le 25 35 11 ou bien vous pouvez vous rendre sur le site du comité organisateur www.challenge-org.nc. Voilà, c'est noté. Maintenant, tu vas nous parler d'un événement spécial et devenu incontournable, donc aussi bien pour les gens du Nord comme le Sud. Oui, un événement incontournable. La province Nord se déplace en terre du Béa Caponais à Nouméa et à la place des Cocotiers, plus exactement à l'occasion du jeudi de la province Nord. Alors au programme, ce sont des produits du terroir, des produits artisanaux, mais aussi des animations culturelles, musicales, spectacles, danse, etc. Du beau monde du Nord qui viendra exposer leurs produits et leurs talents rien que pour vous. Voilà, donc tous à vos agendas. Le jeudi de la province Nord, donc c'est ce jeudi 16 juillet, à la place des Cocotiers à partir de 11h. Voilà, pour plus de renseignements, il faut contacter Nouméa Centre-Ville au 28 02 07 ou bien par mail à ncv@cci.nc. Voilà, et comme on sait que cet événement attire beaucoup de monde chaque année, donc pour ceux qui veulent avoir des produits agricoles, des produits frais, donc d'ailleurs il faudra se rendre très tôt parce que à chaque fois les produits partent comme des petits pains. Donc on parle maintenant aussi du film avec une projection à la médiathèque de l'Ouest. Oui, la médiathèque de l'Ouest vous propose une projection, le film Le Club des 5 de Mike Marzuc. Ce film vous sera projeté mercredi 15, donc ce mercredi à 14h, avec une possibilité de 240 places maximum. Donc pour plus de renseignements, il faut appeler la médiathèque de l'Ouest au 47 20 65. Médiathèque de l'Ouest, qui je rappelle est à Coné. Voilà, il y a à savoir que ces projections sont gratuites, alors profitez-en et on clôture cet agenda à direction la commune de Vaud. Oui, le centre culturel de Vaud qui vous propose des ateliers d'activités manuelles tous les mercredis, ateliers destinés aux enfants à partir de l'âge de 6 ans. Et donc prochain rendez-vous le mercredi 15 juillet de 13h30 à 15h30. Alors pour inscrire vos enfants, vous pouvez aller directement sur place le jour même ou bien appeler le centre culturel de Vaud. Alors on vous conseille d'appeler le matin parce qu'il arrive parfois que les ateliers se délocalisent dans les tribus. Voilà. Alors le numéro du centre culturel de Vaud, c'est le 47 55 50. Et vous avez aussi l'adresse mail wap.culturel@mairie-vaud.nc. Voilà, et on rappelle encore maintes fois à nos téléspectateurs que ces informations données dans l'agenda peuvent être modifiées. Exactement. Voilà. Et donc ça ne dépend pas de nous. Donc si vous avez relevé les numéros qu'on vous a donnés aujourd'hui, appelez-les pour avoir plus d'informations. Vous pouvez nous envoyer un petit mot à la quotidienne@nctv.nc. Merci Falaï, et puis on te retrouve donc mercredi pour un nouvel agenda. Au plaisir Elise, allez salut à tous. Voilà, donc on retrouve cette fois-ci Jamie pour notre rubrique C'est Sport. Bonjour Elise et bonjour à tous, ravi de vous retrouver donc pour notre deuxième semaine ici à Port-Moresby, toujours pour la 15e édition des Jeux du Pacifique. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aille à la rencontre d'une discipline, d'une délégation qui rentre au pays avec un énorme sentiment de déception.
un énorme sentiment de travail non accompli. Je parle bien sûr de la sélection calédonienne de basketball qui, après avoir effectué une belle rentrée dans la compétition avec une magnifique victoire face aux Papous ici devant leur public sur le score de 77-74, nos Cagous avaient fait forte impression et déjà partaient favoris de cette compétition et étaient donc bien placés pour défendre cette médaille d'or acquise durant NC 2011. Après leur victoire face aux Papous, les hommes d'Angelo Elossi s'étaient inclinés face aux Fidji. Bien qu'il y ait eu une belle réaction juste derrière cette défaite contre Nauru, une autre défaite est donc venue entériner toute chance de qualification pour les phases finales. C'est donc face aux Samoa américaines que nos Cagous se sont inclinés et cette défaite aura été la défaite de trop pour nos basketteurs puisque cette défaite les empêche d'atteindre les phases finales, de terminer parmi les 3 premiers de la poule et donc pour défendre cette médaille d'or. Sans plus tarder, je vous propose que l'on retrouve cette sélection donc et notamment le capitaine de cette formation, Rodrigue Tetaï Nanouari. Pour nous, il analyse cet échec. Si je viens aider là, automatiquement, c'est celui qui est là qui va sortir. Parce que lui, il fait ça. Il donne derrière. Donc travailler sur les rotations et travailler sur la communication. Pour que ce 4-là, il puisse avoir la balle là derrière. On travaille ça, les gars. Allez, on est surtout là pour travailler. On voit que la presse, ça fonctionne. Okay. Derrière, moi, je sais que je suis là, je vais venir aider. Okay. Ou je viens aider à l'opposé, parce que derrière, il y a les rotations. Allez, on y va, les gars. Allez, roulez. Allez. Team NC, c'est bon. Team NC! Je commençais le basket en Calédonie au Mont d'Or Basket Club et Mickey Clabot et Serge Clabot avaient un contact en France, à Chalon-sur-Saône, et ils m'ont envoyé là-bas. J'étais parti faire des tests et ils ont décidé de me garder et c'est de là que j'ai commencé réellement ma carrière à Mulhouse en espoir. Et ensuite, je suis sorti d'espoir. Je suis parti à Longwy, où j'ai rejoint Emmanuel Soeria. On a joué ensemble la première année. Et ensuite, moi, je suis parti dans un autre club à Boulazac, l'année d'après, en National 1 aussi. Et on est monté en Pro B, où j'ai évolué 2 ans là-bas, en Pro B. Et là, je viens de finir 8 années avec l'Aurore de Vitré Basket, où j'ai passé de superbes années. Et on a eu l'accession en National 1, National 2 à National 1. Mais j'ai décidé, par rapport au travail et à la famille, d'aller jouer en National 3, parce que ça me prenait trop de temps. Maintenant, j'ai 33 ans, j'ai déjà connu la National 1. Donc je sais l'exigence qu'il faut avoir pour jouer à ce niveau-là. Donc je préfère consacrer maintenant plus de temps à ma famille et à mon travail. Aussi les gars, c'est bizarre, on vous entend plus là. Ils sont en zone. En zone, donc les cartes pour qu'elles fixent et tout.
Je pense qu'il y a quelques... Hein? Il peut chuter aussi. Ouais, j'ai pas vu. Si, il a pris un choc, mais... Et... Ici, à ma gauche. Quand je vois cette ferveur autour du basket par rapport à ce qu'il y avait il y a 4 ans ou même il y a 12 ans à Fidji, avec les Papous qui ont super bien progressé, bah, les gens ils ont raison de venir voir les matchs. Déjà d'une et d'encourager parce qu'ils sont à domicile. Donc, voilà. C'est super de venir encourager son équipe à domicile. C'était la même chose pour nous en 2011 et on a bien vu le public calédonien derrière nous. Et Haïti, ils ont compris, il fallait marquer les points. Non, ils vont jouer qu'à l'intérieur maintenant. Jouer à l'intérieur. Le basket des Jeux, là, cette année, on voit qu'il a évolué. Et les équipes sont venues plus fortes, préparées, organisées. Et surtout, le niveau de jeu a bien augmenté, surtout chez les Papous, qui, pour moi, ont vraiment progressé. Et au niveau aussi du jeu même, il y a des choses qui ont changé par rapport à 2011 et même par rapport à 2003. Des structures de jeu qui ont changé. Par exemple, les presses tout-terrain dans un match, c'est un système défensif qui sert à faire jouer l'équipe le plus rapidement possible sur tout le terrain en fait. On est 5 sur le terrain et on presse sur tout le terrain. Ça veut dire qu'on essaye de mettre l'équipe d'en face en danger pour pouvoir gagner des ballons plus rapidement, les faire perdre des ballons ou leur faire prendre un tir rapidement. Maintenant, on est plus sur une attaque placée. Et je pense qu'ils ont compris que ces matchs-là vont se gagner là, perdre moins d'énergie et mettre toute l'énergie en défense et en attaque. Et ça, franchement, j'ai vu cette évolution-là et ça a pas mal changé. Là, on vient de perdre contre les Samoa américaines. On voit bien que sur ces jeux-là, le niveau a augmenté et nous, on n'était pas présents sur un match crucial. Mais pour moi, j'ai trouvé l'équipe physiquement bien. Donc voilà, après, c'est plus tactiquement sur le terrain, nous. Je pense qu'on était un peu juste. Moi, ce que je veux voir, c'est passe, va. Et on peut lui donner. Et je pars en dribble. Et pendant qu'il vient se poster, poste bas et remonte. Et là, on va donner au poste bas. C'est l'autre intérieur qui remonte dans le dos de la défense. Est-ce qu'on peut arriver à ça, là? Est-ce qu'on peut le faire? Ne serait-ce que là. Là, il faudra reposer tout à plat. Arriver en Nouvelle-Calédonie, tout reposer à plat, voir ce qui a été bien fait et ce qui a été mal fait, pour faire évoluer justement le basket calédonien. Et voilà, il nous manque... on a les entraîneurs dans les clubs, mais je pense que ça manque de formation. Et on a besoin de former nos jeunes pour qu'ils arrivent au niveau pour les Jeux ou les Océanias, qu'ils arrivent prêts, quoi, avec de bonnes
intentions de jeu. Et c'est collé. Ce match-là, c'est pour tout le monde, tu vois. Pour que tout le monde puisse travailler et c'est pour voir si on peut trouver nos intérieurs, les intérieurs, trouver les extérieurs, ainsi de suite, tu vois. L'intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Mais il faudra bien dérouler. Après, ça dépend. Ils vont faire quoi? Je pense qu'ils vont faire soit un div, ou soit il faudra faire attention parce qu'ils vont venir attraper à chaque fois à l'intérieur dès qu'on va donner la balle. Quand ils ne sont pas très grands, donc, mais il faudra les faire courir parfois. Ouais. Il faudra les faire courir, puis il faudra qu'on monte en puissance là aussi. Parce que je pense que vous allez pas mal jouer là aujourd'hui. Donc, ouais, mais toi aussi. Donc, vous avez pas mal joué et puis c'est là qu'il faut que vous preniez, voilà, prendre de la confiance pour la suite parce que là c'est demain, aujourd'hui, demain sont plus importants pour la suite du tournoi. Il faut que tout le monde sache ce qu'il a à faire et puis tout le monde sache aussi tout ce qu'il peut donner. Garder une ossature avec les jeunes là, qui sont dans le groupe, voir avec les anciens s'ils peuvent aider sur quelques entraînements pour rendre les jeunes plus forts. Et je pense qu'on aura une belle équipe dans 4 ans. Voilà, c'était donc l'analyse faite par le capitaine de la sélection, Rodrigue Tetaï Nanouari, qui évoque bien entendu le problème de la formation des jeunes que l'on connaît en Nouvelle-Calédonie. Et dans ce genre de compétition, notamment pour les Jeux du Pacifique, ça ne pardonne pas. Tout de suite, on s'aperçoit de nos lacunes tactiques et techniques, et surtout face à des équipes qui n'hésitent pas à partir en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis pour se former ou pour effectuer des stages de formation et de préparation justement pour les Jeux du Pacifique. Voilà Elise, c'était Jamie Waimo en direct de Port Moresby. Je vous rends l'antenne, c'est à vous Nouméa. Bonjour Marie-Hélène, donc on parle prévention et sécurité routière, un sujet plus que d'actualité avec les drames qui se sont produits ces dernières semaines. Oui, bonjour Élise et bonjour à vous fidèles téléspectateurs. Alors c'est vrai que le constat il est alarmant et cela malgré en fait les mesures qui ont été prises donc par les autorités compétentes. Et il faut le reconnaître, on a bien du mal à enrayer justement cette machine infernale malgré la restriction de vente d'alcool et les moyens mis en œuvre pour lutter contre l'insécurité routière. Et oui, et tu vois, pour préparer justement cette chronique, je suis allée donc visiter le site de la DI3T, le site internet, et on pouvait lire effectivement qu'au 21 juin de cette année, Élise, 18 personnes, malheureusement, ont donc trouvé la mort sur nos routes calédoniennes. Et figure-toi que sur 13 personnes décédées, il était donc précisé que seulement 2 portaient en fait de façon certaine leur ceinture de sécurité. Voilà, c'est un bilan catastrophe et triste. Ben oui, c'est triste parce qu'effectivement, des vies pourraient être sauvées si effectivement, certains comportements étaient, on va dire, respectés, parce que il y a des choses que l'on peut prévenir. Oui. Et il faut le dire également que malheureusement ces accidents sont le plus souvent résultat de conduite à risque. Eh bien oui, c'est vrai, parce que malheureusement sur un document là qui est en ligne sur le site de la DI3T, donc c'est un plan quinquennal, donc un plan qui doit s'exécuter sur 5 ans, qui a donc été publié fin 2013. Et bien effectivement, on précise justement que dans 59% des cas, la cause, si tu veux, de l'accident est due donc à la consommation d'alcool, Élise, ou de stupéfiants. Ensuite, en deuxième position, on trouve, si tu veux, la vitesse excessive. Elle est donc responsable
parle des accidents dans 49% des cas. Ensuite, en troisième position, on a le non-port donc de la ceinture de sécurité, donc pour 71% des cas, Élise. Et ensuite, en quatrième position, c'est le défaut de permis, donc pour 28% donc des cas. Et puis, je lisais aussi un article, si tu veux, qui était paru donc dans le magazine Le Point en septembre donc 2014, et il était quand même dit que selon en fait l'Organisation mondiale donc de la santé, la Nouvelle-Calédonie malheureusement a un des taux de mortalité donc parmi les plus élevés au monde. C'était donc un médecin de la DAS donc, qui le disait dans cet article-là. Donc davantage de contrôle routier serait peut-être la solution. Mais écoute, moi j'ai envie de te dire que effectivement, dans ce fameux plan justement qui doit s'exécuter sur 5 ans, il est justement, il est proposé, si tu veux, de renforcer les effectifs sur la route en faisant appel justement aux gardes champêtres et puis également aux policiers municipaux. Et puis il y a d'autres moyens aussi qui devraient ou qui vont peut-être se mettre en œuvre, en tout cas qui sont préconisés, notamment l'extension de textes répressifs qui ont cours en métropole et qui pourraient peut-être s'appliquer chez nous, d'améliorer aussi notre réglementation locale, et puis si on installait peut-être aussi plus de radars sur nos routes, ça pourrait être peut-être aussi un moyen de dissuasion pour nos chers automobilistes. Et puis il y a aussi, si tu veux, pour essayer de comment dirais-je, dépister, si tu veux, s'il y a consommation ou pas de stupéfiants, la possibilité d'effectuer aussi un dépistage salivaire. Et puis, quoi d'autre encore, il y a la possibilité aussi, pourquoi pas, de développer un réseau aussi de fourrières qui viendrait aussi certainement améliorer les choses. Donc voilà pour quelques idées, Élise. C'est vrai qu'il est certain qu'une forte présence des forces de l'ordre sur le terrain dissuaderait justement les mauvais comportements au volant. Ben oui, et puis en plus de ça, si tu veux, malgré cette présence qui serait quand même très dissuasive, on a quand même la notion de responsabilité aussi du conducteur qui est donc à prendre en compte et qui est importante aussi. Et comme on le dit si bien, comme le slogan de la DI3T le dit bien, sécurité routière, tous responsables. Alors justement de ce côté-là, on se doit d'avoir une conduite, nous, exemplaire. Ben oui, Élise, moi je pense aussi, mais c'est vrai que c'est un ensemble de choses qui vont faire que tout cela va pouvoir évoluer. La notion de prévention est importante aussi, de formation et puis d'éducation aussi, forcément. Et l'idée, c'est effectivement que l'on soit conducteur ou piéton, qu'on adopte en fait le bon comportement à avoir en cas de situation. Lorsqu'on se retrouve, si tu veux, sur la route, quoi. Et l'idéal, justement, c'est de prendre de bonnes habitudes dès le plus jeune âge. Effectivement, et justement, pour agir justement sur les comportements de demain, l'éducation, si tu veux, la sensibilisation donc à la sécurité routière, elle est abordée dès l'école primaire, Élise. C'est même une obligation. Donc du coup, si tu veux, les enfants qui sont scolarisés dans les petites classes, ils sont amenés, si tu veux, à recevoir une attestation donc de première éducation à la route, après avoir suivi, si tu veux, des cours qui vont les aider dans leur futur, mais déjà dans le présent. On va voir ça tout de suite justement du côté de Thiers, puisque Aurélie Chiron était à l'école de Poindimier, qui se trouve donc à Thiers, et elle a donc assisté justement à une sensibilisation donc à l'éducation routière. On regarde son reportage. Vélo éducation routière, c'est un projet que j'ai créé parce que il me semblait utile d'allier l'éducation routière au vélo. Voilà, moi là-bas je suis éducateur sportif. Donc pour ce faire, j'ai fait des démarches auprès de la direction des sports et des activités socio-éducatives de la province Nord, donc qui aide le projet depuis maintenant 4 ans. Pour ce faire, on a un petit peu de matériel technique, on a un matériel pédagogique d'enseignement. Donc qui nous permet de, déjà, tout le monde connaît les fameuses roulettes sur les vélos. Donc pour certains élèves, c'est les roulettes. Et après, quand on voit qu'ils arrivent à rouler correctement, on utilise un bras qui se fixe à la selle
que pareil, les parents peuvent trouver dans n'importe quel magasin de sport et qui vous permet de tenir les enfants et de les aider à évoluer jusqu'au moment où vous les tenez plus qu'avec 2 doigts et après ils roulent par eux-mêmes, ils n'ont plus besoin de vous. Alors vous ferez attention ici, on fait un virage un petit peu plus difficile maintenant. Voilà, plus difficile. Allez, c'est pas grave, garde les pieds sur les pédales. Derrière, on s'arrête quand il y a quelqu'un qui bloque. L'objectif de ce projet, c'est de les rendre autonomes. De les rendre autonomes sur leur vélo et également en tant que piétons. De leur éviter les pièges de la route et du coup, de les mettre en sécurité. Et aussi de leur apprendre à mieux piloter leur vélo, à l'entretenir, à régler leur vélo, de manière, encore une fois, à ce qu'ils soient en sécurité. C'est important de parler de prévention routière, d'éducation routière à un jeune public comme ça, parce que c'est à cet âge-là qu'on les sensibilise le plus. Si on attend qu'ils passent le permis de conduire pour leur en parler, on a déjà raté les 3/4 du travail. Et en même temps, c'est eux les plus petits sur la route, c'est eux qui sont vulnérables au bord d'une route, sur leur vélo, c'est eux qui sont en danger. Allez, on ralentit, mais on lève les fesses. C'est pas un tremplin bonhomme, c'est un ralentisseur. Les risques sur la route en vélo, c'est pas tellement eux qui sont dangereux pour eux-mêmes, c'est surtout les voitures. Le plus grand risque, c'est de se faire renverser. C'est pour ça qu'on leur apprend à rouler bien sur le côté, à ne pas faire d'écart, pas faire de zigzag, et puis à savoir s'arrêter. Je leur explique aussi de mettre des vêtements lumineux quand ils roulent la nuit, une petite lumière, etc. Voilà, c'est ça pour eux le danger, c'est de se faire renverser. On aborde ce sujet de manière très ludique, par le jeu. Pour les enfants, voilà ce qu'ils me disent le matin, ah Fabien, on va jouer au vélo aujourd'hui. Voilà, donc ils apprennent sans avoir l'impression d'apprendre, de manière ludique. On utilise des parcours, des obstacles, des ponts, des virages relevés, des bosses, etc. Tout ce qu'on peut retrouver sur la route, de manière à les rendre autonomes. Cet obstacle, c'est de leur faire comprendre le transfert du poids sur l'avant du vélo. Donc, notamment quand ils sont sur la route, qu'il y a des descentes, des obstacles, etc. Et puis c'est amusant. Allez ma grande. Là-dessus, bascule. Le parcours d'aujourd'hui, on est sur la 2e séance avec une classe de CP. Donc on est vraiment sur un parcours débutant. Ils apprennent à bien diriger leur vélo. Ils apprennent à respecter les distances de sécurité. Ils apprennent à rouler droit sur le pont. Ça, c'est un objectif éducatif qui leur permet de bien rouler droit quand ils vont se faire doubler par une voiture. On leur apprend à faire des freinages d'urgence et on leur apprend à négocier, donc à gérer leur vitesse dans les descentes. Ce qui est déjà pas mal là pour leur niveau. Les 2 pieds sur les pédales. Voilà. Tu tends les bras. Hop, bien tendu, vers l'arrière. Et les fesses un peu en arrière. Recule les fesses sur la selle, voilà. D'accord? Ça, c'est une position qui nous permet, regardez devant les filles. Ça, c'est une position qui nous permet d'être dans une descente et puis de ne pas basculer en avant. D'accord? On a les bras bien tendus et les fesses en arrière. Il fallait rouler sur la planche. Il fallait pas dépasser les plots. Et puis après, là où il y a la descente, là où il y a la pente, il fallait freiner. Faut bien. Monsieur Fabien, il a mis des plots, c'est pour que nous on passe au milieu avec le vélo. J'arrivais pas à faire du vélo avant, mais maintenant j'arrive bien à faire du vélo. J'aime me déplacer dans les écoles et ce que j'en retire, c'est d'apprendre quelque chose. Quand un enfant il sait faire du vélo, c'est pour toute sa vie. Tout ce qu'on va leur apprendre là, ils sauront pour toute leur vie. Donc pour moi, c'est une grande joie, c'est mon petit moment de bonheur quand il y a un élève qui a la banane jusque-là et qui se régale et qui après montre aux copains qu'il sait faire du vélo, qui rentre à la maison, qui dit à ses parents qu'il sait faire du vélo, qu'il a passé son permis piéton, qu'il a eu un petit diplôme. Voilà, ça c'est une grande satisfaction. Monsieur Fabien, il explique très bien et j'ai bien fait l'exercice qu'il m'a dit de faire, quand il m'a dit de faire. Pour chaque niveau, il existe dans le programme scolaire des attestations d'éducation routière
Nous, on leur donne le contenu sur le terrain en faisant du vélo. On donne un contenu aux enseignants qui le travaillent en classe. Et la dernière séance de notre cycle, on fait une projection d'un test. On peut dire que c'est le code de la route pour les enfants. Ils valident ce test. Et ensuite, il y a encore un deuxième support qu'on peut utiliser. C'est de contacter la gendarmerie pour que les gendarmes, après notre formation, viennent faire passer aux enfants le permis piéton. Et voilà. Allez, tout seul. Super. Moi, j'attends qu'ils soient responsables sur la route, qu'ils sachent aussi bien être responsables d'eux, et puis qu'ils puissent aussi comprendre quand il y a quelque chose qui ne va pas sur la route. Donc voilà, on se rend compte qu'il n'est pas toujours évident de maîtriser justement sa conduite à vélo, Élise. Quand on est petit comme ça, faut maîtriser quoi. C'est quand même préférable justement pour prévenir tout risque d'accident. Et puis tu sais que la tendance, elle serait justement à installer des pistes justement juste à côté des écoles maternelles pour les 3-5 ans. Voilà, donc comme quoi il n'y a pas d'âge pour apprendre, même lorsqu'on est très très jeune. Et l'éducation routière aussi a son intérêt. D'ailleurs, je tenais à dire quand même cette information-là nous a été donnée par notre stagiaire Audrey Poedi, qui est toujours au fait de l'information et de l'actualité. Bon, très bien, merci Audrey. Et puis, alors comment ça se passe du côté du collège? Apparemment, il y a également des formations et des informations qui sont données. Oui, tout à fait, Élise, tu as raison, puisqu'effectivement, dans les petites classes, en maternelle, en primaire, c'est donc une entrée en la matière qui est donc proposée. Et au collège, figure-toi que les 5e et les 3e donc bénéficient donc d'une éducation routière, et ils ont une attestation qui leur est délivrée donc à la fin, si tu veux, de leur examen. On appelle cette attestation-là attestation scolaire de sécurité routière. Il y a un niveau 1 donc pour les 5e et un niveau 2 pour les 3e, Élise. Et tu sais qu'il y a carrément une obligation ensuite de présenter cette attestation-là le jour où on se présente au code et à la conduite. C'est très bien. Et puis de quelle manière l'éducation routière est-elle effectuée? Alors l'éducation routière, si tu veux, Élise, au collège, elle est intégrée, si tu veux, dans les programmes scolaires. Par exemple, en sciences physiques, ils vont apprendre à calculer un taux d'alcoolémie. En mathématiques, ils vont apprendre à calculer la distance de freinage. Et puis en français, ils vont apprendre aussi à faire le distinguo entre un texte informatif et un texte aussi littéraire. Et qu'est-ce qu'il est important justement d'apprendre comme geste de responsabilité, d'information dès le plus jeune âge? Moi, j'ai envie de dire, effectivement, lorsqu'on est justement pré-ado, on ne peut pas tout savoir, tu es d'accord, Élise, mais on peut se dire, voilà, il y a certaines règles de sécurité que je dois mémoriser et que je dois mettre en pratique. Moi, j'en ai sélectionné quelques-unes. Par exemple, boucler sa ceinture. Ça, il faut absolument effectivement que ça devienne une habitude, quoi. Oui, un réflexe. On boucle sa ceinture, que l'on soit assis à l'avant d'une voiture ou à l'arrière d'une voiture, Élise. Parce que si on roule à 20 km/h, figure-toi que en cas de choc, la ceinture, elle va nous empêcher, si tu veux, elle va nous empêcher de nous projeter vers l'avant. Donc, ça a un intérêt même sur une vitesse réduite. Et puis ensuite, j'ai envie de te dire, la vitesse justement de conduite, il y a des limites de vitesse qui sont autorisées. C'est pas pour rien. Voilà, il y a une raison aussi. Donc il faut les respecter. Et puis voilà, si on dépasse effectivement la vitesse autorisée, on sait pertinemment qu'on va s'exposer à un danger. Et tout ça, c'est mathématique, en fait, tout est calculé. On ne met pas limité à 80 juste pour le plaisir. Pour faire joli. Donc, lorsqu'on conduit justement trop vite, on maîtrise moins bien son véhicule et les possibilités de manœuvrer à temps pour éviter un accident sont très réduites, donc conséquence inévitable, on perd plus rapidement le contrôle du véhicule. Eh bien oui, c'est ça, Élise. Et puis autre information aussi que l'on peut transmettre à nos chers pré-ados, c'est aussi tout ce qui concerne la consommation des drogues, puisque dans le cadre scolaire, ils sont également sensibilisés à tout ça. Attention à la consommation donc d'alcool, de cannabis et de cava, puisqu'on le sait, sous effet de ces drogues-là, nos réflexes sont diminués, nos réactions du coup
le son aussi. Et on a toujours du mal à contrôler sa trajectoire, Élise. N'oublions pas aussi, petite info à retenir qui est très facile en ce qui concerne la consommation d'alcool. Lorsqu'on boit un verre d'alcool, on met 1 heure pour l'éliminer. Oui. Donc le risque d'avoir un accident est multiplié. Eh bien oui, c'est certain, Élise. Donc ce que j'ai envie de te dire pour finir, c'est que si on parle de notion justement de risque, ce risque il est multiplié par 2 si on consomme du cannabis et il est de 15 sous l'effet de l'alcool. Donc tu vois un petit peu la multiplication, c'est un effet un petit peu exponentiel et donc voilà, il faut être vigilant là-dessus. Et puis, ne pas oublier, on peut s'amuser. Mais dans le groupe d'amis, il est préférable toujours d'avoir un capitaine de soirée. Voilà, capitaine de soirée. Voilà. D'ailleurs, le gouvernement, on a fait justement une affaire, le fameux capitaine de soirée. Voilà, c'est vrai, il y avait une campagne d'information qui avait été effectivement réalisée dans ce sens. Voilà. Ouais. Et vu notre situation, il est vraiment important d'apprendre donc à bien se conduire sur la route, en voiture, mais lorsqu'on est piéton également, à marcher du bon côté de la route pour traverser sur le passage protégé. Oui, tout à fait, Élise. Voilà, merci Marie-Hélène, merci pour ces conseils et puis écoute, à bientôt. À bientôt, Élise, au revoir. Alors pour notre plat d'aujourd'hui, je vous propose une recette à base de roussettes et on vous le rappelle dans cette émission qu'on a effectué un reportage sur le virus qui touche les roussettes, le virus Nipah. Vous pouvez suivre justement ce reportage sur YouTube pour avoir un peu plus de renseignements sur les précautions à prendre concernant les roussettes. Mais aujourd'hui, place à la dégustation. Bonjour tout le monde, voilà, je vais présenter je vais cuisiner une roussette avec des taros, ensuite il y a quelques bananes, des tomates, du sel, du poivre, des oignons et moi à ma façon je fais cuire avec le lait de coco. Bon d'abord je vais découper les ailes. Ensuite, je vais mettre au feu pour bien nettoyer. Et voilà. Bon, là, je vais passer ma roussette au feu. D'abord, tout brûler, bien nettoyer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poils. Ma roussette est prête, mais avant je vais passer à l'eau pour bien laver, comme ça l'odeur on va pas sentir l'odeur du feu. J'ai fait j'envoie des petits coups de couteau sur ma roussette pour qu'elle cuise vite. Enfin, comme la roussette elle est un peu, la viande elle est un peu dure quoi. Donc je vais la faire cuire, bouillir pendant 30 minutes. Et puis voilà, je vais la mettre à la marmite, mettre dedans. Puis je vais faire mon petit bougnan dans la marmite. Je vais mettre avec le lait de coco bien sûr. Bon, je mets les taros, je découpe les taros, je les mets avec la roussette. Là, j'ai découpé une tomate, j'ai ajouté des oignons et après, je mets par-dessus les bananes. Et comme ci.
Je rajoute encore une tomate par-dessus la banane. Là, je rajoute le lait de coco. Là, ma marmite est prête. Et là, on va passer à la cuisson pendant 1 heure. Bon, ben, voilà, la marmite, la roussette, elle est cuite. Donc là, on va passer au... On va servir là. Bonjour Camille, aujourd'hui tu nous as trouvé une pépite de l'expédition, le Lapérouse. Bonjour Élise, bonjour à tous. Alors effectivement, aujourd'hui je vous embarque avec moi et bien sûr l'Astrolabe et la boussole. Nous repartons vivre au XVIIIe siècle. Alors qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Eh bien figure-toi que le roi de France Louis XVI veut eh bien, tout simplement explorer l'océan Pacifique et il va donc s'entourer des meilleurs. Donc il va faire appel à François de Gallo, comte de la Pérouse, qui est donc choisi par le marquis de Castries, qui est le ministre de la Marine, pour diriger une expédition autour du monde qui servirait tout simplement à compléter les découvertes de James Cook dans l'océan Pacifique. Donc l'expédition débute le 1er août 1785 à Brest. 2 navires marchands sont affrétés donc pour l'expédition, donc c'est la boussole et l'Astrolabe. Au total, 220 hommes vont embarquer et ce sont tous bien, des scientifiques, des médecins, des naturalistes, des mathématiciens, des dessinateurs, des physiciens, des interprètes, il y a plein de monde, et même des prêtres avec une formation scientifique. Donc ils sont tous choisis tout simplement pour une bonne équipe. Ils sont choisis donc pour leur grande connaissance et surtout pour rapporter de cette expédition et bien encore un maximum d'informations. Alors, les 2 navires partent le 1er août 1785, mais pour aller où dans un premier temps? Eh bien, ils partent direction Madère. Ils vont atteindre Madère en 13 jours. Ensuite, en janvier 1786, ils vont contourner le Cap Horn. Je vous fais un petit peu le voyage, histoire qu'on se balade dans les océans. Voilà. Ils arrivent au Chili le 24 février. Là-bas, ils vont mener une petite enquête sur la colonie, la colonie espagnole. Le 10 avril, ils se dirigent vers l'île de Pâques. En mai, le 28 et 29, l'expédition est à Hawaï, puis direction l'Alaska, où ils vont rester 2 mois pour aller en Californie. Alors, de là, ils vont devoir justement retraverser le Pacifique, parce que je sais qu'ils font escale en Australie. Exactement, tu as raison, mais avant l'Australie, il va y avoir encore quelques étapes. Ils vont faire route et notamment escale à Mâcon en Chine. Puis l'expédition va continuer jusqu'aux Philippines et le 25 juin 1787, ils vont être au Japon et enfin la Russie en septembre. Après 1 an de voyage, eh bien l'équipe
équipe reçoit l'ordre de Paris de faire un rapport sur la colonisation en Australie. C'est donc l'expédition du sud du Pacifique. Exactement. Donc, tu le disais, le 26 janvier 1788, ils vont donc arriver à Sydney, à Botany Bay, et ils vont rester 6 semaines. Ils repartiront le 10 mars 1789, direction l'ouest de la Nouvelle-Calédonie, et c'est là que les 2 navires, on connaît le triste sort, les 2 navires vont heurter le récif de Vanikoro au sud de l'archipel des îles de Santa Cruz aux Salomon. Et donc, il va y avoir des expéditions de recherche pour retrouver ces 2 navires. Et lors des fouilles, des navires, notamment du navire La Boussole, on va découvrir des Banksia. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, je vous invite à regarder ce reportage d'Alexandre Sigura. Il s'agit là d'un objet qui a été trouvé au fond de la faille de la boussole à Vanikoro. Ça a été trouvé en 1986. Et j'ai aussitôt pensé à quelque chose qui n'existait pas en Nouvelle-Calédonie, mais qui existe en Australie. C'est une grappe de fruits, ce qu'on appelle un épi fructifère, de Banksia. Les Banksia, ce sont des arbustes, des très beaux arbustes avec de très, très belles fleurs. Et alors, ces fruits secs de Banksia ont été conservés pendant 200 ans pratiquement, 200 ans, en excellent état. Pourquoi? Parce que ce sont des fruits secs comme des noisettes par exemple, qui s'ouvrent difficilement. C'est comme nos niaouli par exemple. Après la belle fleur de niaouli, il y a les fruits qui sont dessus, c'est des fruits secs, ce qu'on appelle des fruits indéhiscents. Et il faut un concours de circonstances pour que ces fruits s'ouvrent. Quoi qu'il en soit, le Banksia, c'est une plante qui appartient à la famille des Proteaceae. C'est une énorme famille qui comprend 1500 espèces. Il y en a beaucoup en Nouvelle-Calédonie, mais il n'y a pas de Banksia en Nouvelle-Calédonie. Alors ces Banksia, le nom a été donné par Linné, le grand Linné, Charles Linné, botaniste au XVIIIe siècle, en l'honneur de Joseph Banks. Joseph Banks, c'est lui qui a trouvé la première fois ces plantes dans la Botany Bay. Il était avec le Cook lors de son premier voyage en 1770. Cook est venu dans cette baie, Botany Bay. Il est resté un certain temps, puis ensuite il a exploré toute la côte est de l'Australie. Il est remonté jusqu'au Cap York. C'est lui qui a donné tous les noms qui se trouvent sur la côte est, d'ailleurs, australienne. Et quand il est arrivé tout à fait en haut du Cap York, il a pris possession de tout ce qu'il venait de voir et il a appelé ça la Nouvelle-Galles du Sud. Et Banks était sur ce voyage. Pendant 3 ans, il a vécu avec Cook. C'était un ami de Cook. Il était avec aussi un autre botaniste qui s'appelle Solander. Et Banks était un botaniste, mais c'était un savant aussi. C'était un mécène. À cette époque, il était jeune. Il va vivre près de 60 ans encore. Et il va, lors de ce premier voyage, il va découvrir beaucoup de choses. Et on va donner son nom à des caps, à des îles, à des détroits, à des baies. Et à cette plante, à ces arbustes qui se trouvent dans Botany Bay. Et dans Botany Bay, il y a 5 espèces de Banksia. Et ce sont ces Banksia qu'ont certainement récolté les personnes, le botaniste Collignon qui était avec la Pérouse. Et cet épi fructifère de Banksia correspond, je pense, à l'espèce Ericifolia, Banksia ericifolia. Ericifolia parce que les feuilles rappellent les feuilles de bruyère. En latin, les bruyères sont des erica. Donc Ericifolia, les feuilles d'erica. Ce genre Banksia a la particularité d'avoir de très belles fleurs. C'est des fleurs qu'on retrouve chez les fleuristes. On en trouve à Nouméa d'ailleurs de temps en temps. C'est des fleurs qui viennent soit d'Australie, soit de Nouvelle-Zélande. Dans cette même famille des Banksia, il y a les Protea, bien sûr. Il y a la fleur emblème de la Nouvelle-Galles du Sud qui s'appelle Warata aussi.
Mais là, c'est la seule plante qu'on a trouvée dans les restes de Vanikoro, dans la faille de Vanikoro. La mission de la Pérouse, c'était une mission d'exploration. À cette époque, c'était le siècle des Lumières, hein, c'était la fin du XVIIIe siècle, et la Pérouse devait parcourir tout le Pacifique. Il devait un peu refaire ce qu'avait fait Cook, mais c'est Louis XVI qui avait souhaité que cette expédition se fasse, et elle était très, très riche, cette expédition. Il y avait 2 grands navires, il y avait une vingtaine de scientifiques importants, et ils ont parcouru tout le Pacifique pratiquement, et là, ils devaient faire le tour de l'Australie, mais avant de faire le tour de l'Australie, ils devaient explorer la Nouvelle-Calédonie, Tonga, et puis repartir vers le haut, vers les Salomon, et faire le tour de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et refaire le tour de l'Australie, avant de rentrer sur la France par l'océan Indien. Mais il s'est arrêté à Botany Bay parce qu'on connaissait cet endroit, parce que Cook l'avait découverte et Cook l'avait décrite profondément, longuement. Et donc, il s'est arrêté à Botany Bay. Et là, au même moment où il s'est arrêté à Botany Bay, c'était une circonstance formidable de cette rencontre de l'histoire avec les Britanniques qui arrivaient pour prendre possession, pour s'installer en Australie, et puis la France qui venait là aussi, mais pour rien prendre, parce que la Pérouse n'a pris pas possession de rien du tout, en particulier pas de la Nouvelle-Calédonie. Il faudra attendre 60 ans après pour que la Calédonie devienne française, mais c'est quelque chose de formidable de voir cette rencontre historique entre 2 grands navigateurs, la Pérouse et puis le commandant britannique qui était là avec toute cette flotte importante. Et ça, cet épi fructifère, c'est un témoignage de ce passage à Botany Bay à cette occasion. Voilà, donc Camille, c'est fou hein, que les plantes résistent à travers le temps, et puis c'est fou de voir que une plante peut être une preuve du passage de la Pérouse à Sydney. Voilà, surprenant. Voilà, surprenant. En tout cas, eh bien, l'Australie se souvient bien du passage de la Pérouse à Botany Bay. Il faut savoir que les 2 navires, l'Astrolabe et la Boussole, vont accoster, donc je le redis, à Sydney en janvier 1788, et qu'ils vont croiser là-bas, comme c'est dit dans le sujet, la First Fleet britannique, qui est donc la flotte britannique. Et donc, figure-toi que depuis, quand je dis que l'Australie se souvient bien du passage de la Pérouse, eh bien, figure-toi qu'aujourd'hui, la baie, il y a une baie qui porte le nom de Frenchman's Bay. Et donc, voilà, ce lieu, en fait, cette baie-là, c'est de ce lieu-là que les navigateurs français vont reprendre leur bateau pour aller s'échouer sur le récif de Vanikoro. Il faut savoir que, il y a le naufrage va rester insoluble pendant près de 40 ans, et c'est grâce à Bougainville qu'on va retrouver un peu la trace de ces navigateurs, et c'est donc Bougainville qui va ériger à Botany Bay le premier monument commémoratif en la mémoire de la Pérouse. Donc depuis près de 200 ans, il y a donc un monument qui surplombe cette baie, donc à Sydney. Il faut savoir que depuis 40 ans, la fête nationale française est célébrée à cet endroit par les autorités françaises sur place. Et c'est pas fini. Quand je dis que l'Australie se rappelle bien et commémore bien ce passage de la Pérouse, et bien sur le lieu, eh bien, figurez-vous aussi qu'à Sydney, il y a une banlieue qui porte le nom du célèbre navigateur La Pérouse. Et puis, il y a aussi un musée, le musée de la Pérouse, qui a été ouvert en 1988 à l'occasion des 200e anniversaire de l'occupation européenne en Australie. Et donc, si vous êtes là-bas sur place, eh bien, vous pouvez vous y rendre. C'est sur un avancé de baie, c'est magnifique. Ça se trouve à Kamei Bay, Botanic Bay National Park, c'est magnifique. Et donc, c'est un lieu qui est donc chargé d'histoire parce que, je le rappelle, c'est à cet endroit
que les Français vont rencontrer la flotte britannique et c'est à cet endroit-là que le capitaine Cook va établir le premier contact aussi avec les aborigènes sur place et c'est à cet endroit aussi que les botanistes qui avaient embarqué avec l'expédition La Pérouse ont pu récolter les graines de Banksia. Les fameuses graines de Banksia. Donc voilà, allez-y faire un tour si vous avez l'occasion d'être à Sydney. Vous allez voir, c'est magnifique. Et puis voilà, c'est l'histoire aussi de la France. En tout cas, on voit que La Pérouse a marqué, il a marqué en fait son passage. Voilà. Et justement, pour parler un peu des Banksia. Voilà, des Banksia, est-ce que tu peux nous parler des familles des Protea de Nouvelle-Calédonie? Exactement. Eh bien, en Nouvelle-Calédonie, la famille se compose de 9 genres. Je vais faire un petit peu la touche nature de cette chronique. Donc, je disais, la famille se compose de 9 genres, dont 6 endémiques et 3 autochtones, et qui sont représentés dans 43 espèces. Et donc, cette famille, il faut le savoir, elle n'est pas présente sur les îles Loyauté. Et puis, petite touche encore, il y a le Virotia neurophylla qui fait partie des espèces de Proteaceae qui sont menacées en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc on te retrouve. Merci pour ce bout d'histoire qui concerne la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. Et puis on te retrouve donc mercredi pour la rubrique Grandeur Nature. Voilà. Et tu vas nous parler de quoi exactement? Eh bien, je vais vous parler de la laisse de mer. On va rester encore à travers les océans. D'accord, on te retrouve mercredi. Merci Lise, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain.